Cours de physique-chimie niveau première spécialité, chapitre Protocole d'une synthèse organique. Partie Constitution et transformation de la matière. Donc au sommaire de ce chapitre, 1. Qu'est-ce qu'une synthèse organique? 2. Qu'est-ce qu'un protocole? 3. Les principales étapes d'une synthèse organique. 4. Préparation des réactifs. 5. Transformation des réactifs. 6. Le chauffage à reflux. 7. Isolement et purification du produit de la synthèse. 8. Analyse et caractérisation du produit. 1. Qu'est-ce qu'une synthèse organique? Donc, la synthèse chimique a déjà été abordée en seconde, dans le chapitre sur les transformations chimiques. Pour rappel, une synthèse correspond à un ensemble d'opérations incluant au moins une transformation chimique qui permet de produire une espèce chimique. 2. Qu'est-ce qu'un protocole? Le protocole décrit l'ensemble des opérations à effectuer pour réaliser une synthèse. Il précise les réactifs et leur quantité, la verrerie, bécher, pipette, etc., à utiliser en précisant la contenance des différents récipients, le matériel, accessoires, appareils, les conditions physiques dans lesquelles là où les transformations chimiques doivent avoir lieu, c'est-à-dire la température, éventuellement la pression, et éventuellement la durée des différentes opérations, le chauffage, le séchage, etc. 3. Les principales étapes d'une synthèse organique. Donc les principales étapes que comprend une synthèse organique sont les suivantes. Tout d'abord, il y a la préparation des réactifs, pesée ou mesure du volume de chaque réactif. Ensuite, il y a la transformation des réactifs. Les réactifs sont mis en présence dans des conditions qui favorisent la transformation chimique. Ensuite, isolement et purification du produit de la synthèse. L'espèce chimique qui a été synthétisée est extraite du milieu réactionnel en essayant d'éliminer les autres espèces chimiques présentes. Et pour finir, analyse et caractérisation du produit. On essaye de vérifier par des tests physiques ou chimiques que l'espèce chimique isolée est bien celle que l'on souhaitait obtenir. 4. Préparation des réactifs. Pour chaque réactif qui intervient dans la transformation chimique, il faut prélever la quantité prévue par le protocole. Lorsque le réactif se présente à l'état solide, souvent sous forme de poudre, on réalise une pesée. On utilise donc une balance qui doit avoir une précision suffisante, une spatule et un sabot de pesée ou éventuellement une coupelle. Si le réactif se présente à l'état liquide, eh bien on va mesurer un volume. Pour le maximum de précision, la mesure de volume se fait avec une pipette jaugée ou une pipette graduée. Le matériel utilisé est donc une pipette, jaugée ou graduée, et une propipette. Lors de cette étape, on peut préparer le solvant. Son volume ne nécessite en général pas d'être mesuré avec une précision maximale, et l'on peut se contenter de le mesurer avec une éprouvette graduée. Que faire si le protocole ne précise pas les quantités de réactifs à utiliser? Dans ce cas, les quantités de réactifs sont à déterminer en fonction de la quantité de produit que l'on souhaite synthétiser. On utilise pour cela un tableau d'avancement pour trouver l'avancement maximal et la quantité initiale de chaque réactif. Voir le cours sur le tableau d'avancement. Éventuellement, on peut mettre en excès un réactif qui facilite l'extraction et la purification de l'espèce chimique synthétisée. Comment déterminer la masse d'un réactif à partir de sa quantité de matière? Si le protocole précise la quantité de matière d'un réactif solide, mais pas sa masse, alors cette dernière peut se calculer grâce à la relation masse petit m est égal à n fois grand M, où on a n correspond à la quantité de matière en mol, m majuscule est la masse molaire du réactif en grammes par mol. Elle peut facilement être calculée à partir de la formule brute, voir le cours sur la quantité de matière, masse molaire et concentration, et petit m représente la masse de réactif recherché. Comment déterminer le volume d'un réactif liquide? À partir de sa quantité de matière. Si le protocole indique la quantité de matière d'un réactif liquide au lieu de préciser son volume, alors ce dernier peut être calculé. Tout d'abord en déterminant sa masse, petit m, grâce à la relation vue précédemment, c'est-à-dire m est égal à n minuscule fois m majuscule. Ensuite, en calculant le volume à partir de la masse et la masse volumique
grâce à la relation V, volume, est égal à masse, petit m, sur ρ, masse volumique, où m est la masse en grammes, ρ est la masse volumique en grammes par litre, et V est le volume de liquide que l'on recherche en litres. 5. Transformation des réactifs. Pour que la transformation chimique puisse avoir lieu, dans les meilleures conditions, il faut réunir les réactifs dans un récipient adapté, le plus souvent il s'agit d'un ballon, placer le milieu réactionnel dans les conditions physiques optimales, en général on chauffe pour élever la température, favoriser le contact entre réactifs, ce qui signifie agiter, limiter les pertes de réactifs et de produits, en particulier pendant le chauffage. Pour cela, on utilise un reflux à eau ou à air. Et pour finir, respecter les consignes de sécurité. 6. Le chauffage à reflux. Pourquoi doit-on chauffer le milieu réactionnel? Certaines transformations chimiques, comme les réactions de précipitation ou de combustion, sont rapides. Mais la plupart des transformations intervenant dans une synthèse organique sont lentes. La consommation totale des réactifs, ou éventuellement celle du réactif limitant, peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures. Pour accélérer ces transformations chimiques, augmenter ce qu'on appelle la vitesse de réaction, on peut chauffer le mélange réactionnel, car dans la majorité des cas, les transformations chimiques sont d'autant plus rapides que la température est élevée. Alors ce chauffage, le chauffage simple, a quelques inconvénients. Chauffer le mélange réactionnel va favoriser la vaporisation des espèces chimiques. Une partie des réactifs, des produits et du solvant peuvent être libérés sous forme gazeuse dans l'air. Un chauffage simple risquerait donc de conduire à une perte de matière. Donc la quantité de produits synthétisés sera alors plus faible et les vapeurs libérées dans l'air peuvent constituer un danger pour la santé. Le principe du chauffage à reflux. La libération des vapeurs ne peut être empêchée simplement en chauffant un récipient fermé. La pression y augmenterait avec la température et il y aurait risque d'explosion. Lors d'un chauffage à reflux, le milieu réactionnel est toujours soumis à la même pression, la pression atmosphérique. Mais les vapeurs issues du milieu réactionnel chauffé s'élèvent dans un réfrigérant aux parois froides qui provoque leur liquéfaction. Les gouttes de liquide qui se forment sur les parois du réfrigérant finissent par retomber dans le milieu réactionnel. C'est ce qu'on appelle le reflux. Le chauffage à reflux se fait le plus souvent avec un réfrigérant à eau, mais il peut aussi parfois se faire avec un réfrigérant à air. Chauffage à reflux avec réfrigérant à eau. Le montage comprend les éléments suivants. Tout d'abord, il y a la potence, elle permet de suspendre de manière stable le ballon et le réfrigérant. Ensuite, il y a le ballon. Les réactifs y sont réunis. Il permet de chauffer le milieu réactionnel de manière plus homogène qu'un récipient à fond plat, comme un Erlenmeyer. Ensuite, le chauffe-ballon, c'est le système de chauffage qui est adapté au ballon. Il y a également le support élévateur, qu'on appelle aussi parfois support boil. Il soutient le chauffe-ballon en permettant d'une part d'ajuster sa hauteur pour un contact optimal avec le ballon, et d'autre part, il peut être abaissé rapidement et de supprimer ce contact afin de couper le chauffage du ballon en cas d'urgence. Le réfrigérant à eau, c'est le dernier élément de ce montage, c'est l'élément central. Il est fixé à la potence grâce à des pinces et adapté au ballon. Il comporte un conduit intérieur qui fait communiquer le ballon et son contenu avec l'air afin de maintenir une pression qui est proche de la pression atmosphérique. Ces parois sont creuses et parcourues par un courant d'eau froide qui est obtenu en reliant l'entrée d'eau, en bas, à un robinet délivrant de l'eau froide, tandis que l'eau est évacuée à sa sortie, en haut, et déversée dans un évier. Donc on a le schéma qui reprend ces différents éléments. Donc avec tout en bas le support qui maintient le chauffe-ballon dans lequel on place le ballon qui lui-même contient le mélange réactionnel. Ce, ce ballon eh bien, est fixé grâce à une pince qui est fixée sur une potence, et il est surmonté du réfrigérant à eau qui lui-même est fixé grâce à ces pinces et à cette potence. Ce réfrigérant eh bien,
porte une entrée et une sortie. L'entrée est toujours en bas. Elle est alimentée par l'eau froide d'un robinet et la sortie est toujours en haut. Elle évacue l'eau dans un évier. Autre type de chauffage à reflux, le chauffage à reflux avec réfrigérant à air. C'est un dispositif plus simple à mettre en œuvre et nécessitant moins de matériel que le chauffage à reflux avec réfrigérant à eau. Il peut être utilisé dans le cas où la synthèse se fait avec un chauffage modéré, comme par exemple un bain-marie, ne nécessitant pas d'atteindre l'ébullition et avec des espèces chimiques peu volatiles, dont la température d'ébullition est nettement supérieure à celle où le mélange réactionnel est chauffé. Dans ce cas, le fluide réfrigérant est simplement l'air ambiant. Le récipient contenant le milieu réactionnel, souvent un Erlenmeyer, est fermé par un bouchon à trous sur lequel on adapte un tube en verre, qui en général est simplement une pipette en verre. Ce tube en verre est refroidi par l'air ambiant et permet de provoquer la liquéfaction des vapeurs qui pourraient se dégager du milieu réactionnel. 7. Isolement et purification du produit de la synthèse. Lorsqu'on synthétise une espèce chimique, celle-ci se trouve mélangée aux autres espèces du système chimique, les réactifs non consommés, le solvant, les autres produits. Il est donc nécessaire de l'extraire, c'est-à-dire de l'isoler, et de retirer toute trace d'autres espèces chimiques, donc la purifier. Les techniques à mettre en œuvre pour isoler et purifier cette espèce dépendent de son état physique, de ses propriétés chimiques et des propriétés des espèces chimiques dont elle doit être séparée. On peut faire appel, par exemple, à la filtration. Cette méthode peut être utilisée pour isoler un produit solide, insoluble dans le milieu réactionnel, qui se présente sous forme de particules solides. Autre méthode, l'extraction liquide-liquide, aussi appelée extraction par solvant. Elle peut être utilisée dans le cas d'un produit solide soluble dans le milieu réactionnel. Autre méthode, autre technique, l'utilisation de l'ampoule à décanter. On peut l'utiliser pour séparer une espèce organique liquide non miscible avec l'autre phase du milieu réactionnel. On peut également faire appel à la distillation. Celle-ci peut être utilisée pour isoler une espèce chimique liquide miscible à condition que l'écart entre sa température d'ébullition et celle des autres espèces chimiques du mélange soit suffisant, au moins une dizaine de degrés. 8. Analyse et caractérisation du produit. Une fois que le produit synthétisé est isolé et purifié, il est nécessaire de vérifier qu'il correspond bien à l'espèce chimique que la synthèse était censée produire. Pour cela, on fait appel à des tests et des méthodes d'analyse chimique ou physique qui peuvent être par exemple la chromatographie. La plupart des espèces chimiques peuvent être révélées grâce des espèces chimiques organiques peuvent être révélées grâce à une lampe UV. Il est donc possible de faire appel à la chromatographie pour les identifier. Elle est réalisée en comparant un échantillon de l'espèce chimique produite avec un échantillon de l'espèce chimique pure. Donc voir le cours sur la chromatographie. On peut également utiliser une mesure de température de fusion avec un banc aux fleurs. Si le produit de la synthèse est un solide, alors il peut être identifié grâce à sa température de fusion. Celle-ci peut être déterminée à partir d'un échantillon sec du produit synthétisé en utilisant un banc aux fleurs. Donc ce cours est terminé, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez.